Bonjour, je suis membre de l'ADMD depuis 2008 et j'ai renouvelé il y a un an maintenant, moins d'un an, mes directives anticipées. Je fais aussi partie, ou j'ai fait plutôt, partie d'une association d'aide aux malades, en particulier d'aide aux malades du cancer. Et un jour, il m'est arrivé que le compagnon d'une dame de cette association est venu me voir, sachant que j'étais membre de l'ADMD, pour me dire que sa compagne était en fin de vie, pas membre de l'ADMD, n'avait pas écrit de directive anticipée, mais qu'elle me demandait à moi d'intervenir. Je n'ai pas eu à intervenir parce que cette dame est morte le lendemain, mais comment est-ce que je peux intervenir ? Oui, de toute façon, on ne peut pas intervenir parce qu'on est membre de l'ADMD. Vous savez très bien que quand les gens adhèrent, c'est écrit sur avec les bulletins d'adhésion que nous ne sommes pas un service social euthanasique et que nous ne fournissons pas de produits aux gens. Donc on se trouve dans cette impasse. Elle est à l'hôpital. Par contre, là où nous pouvons intervenir, nous, peut-être pas les adhérents, mais nous davantage, avec les médecins conseillers. Nous avons 2 médecins dans le Finistère qui malheureusement ne pouvaient pas être là aujourd'hui, mais nous pouvons les faire intervenir, comme l'a dit Bernard Sounet tout à l'heure. Ils peuvent, eux, téléphoner lorsqu'ils connaissent le dossier de quelqu'un. Et puis je voudrais vous dire que même nous, moi personnellement, j'ai pu intervenir plusieurs fois, depuis, disons, 1 an et demi, 2 ans, en prenant appui sur la loi Leonetti et d'ailleurs aussi sur le décret de 2010 qui permet justement la sédation et qui donne un rôle plus important à la personne de confiance. Donc lorsqu'il y a un problème, les gens, alors si les gens sont toujours conscients, ils peuvent nous appeler eux-mêmes, sinon c'est la personne de confiance ou une des personnes de confiance qui nous appelle et puis ça nous permet d'utiliser tout ce qu'il y a dans la loi pour pouvoir peser sur la réaction du médecin. Je crois que c'est... Je crois qu'il ne faut pas hésiter à aller voir les médecins. Il y a une réticence. Le corps médical, il est... Je crois qu'il faut avoir une idée très, très claire. Le corps médical, il a d'abord peur des juges. Donc il va dire, je ne peux pas, je ne le ferai pas. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne le font pas. Mais ils ne peuvent pas le faire officiellement. Donc... ça m'est arrivé très très souvent, il y a des délégués avec qui je connais beaucoup de délégués maintenant de l'ADMD, le fait d'intervenir les soulage ou les déclenche. Encore récemment, là, j'ai intervenu pour une personne dont j'étais la personne de confiance. Et si vous voulez, à partir du moment où la réanimatrice était à Pau, la réanimatrice a eu au téléphone un médecin, non seulement un médecin, mais une personne de confiance, qui lui disait, elle a des directives anticipées, elle a dit ça, elle voudrait ça l'a soulagée, elle. Elle s'est dit, je vais pouvoir faire mon arrêt de traitement, qui était indiqué parce que c'était une inondation, enfin un truc qui n'avait aucun espoir de retour. Mais vous voyez, elle a été à l'écoute, et je pense que de plus en plus de médecins maintenant sont à l'écoute, mais ils vous diront jamais évidemment qu'ils vont aider les gens, ils ont trop peur. En plus, vous savez, l'histoire Bonne Maison, c'était aussi une manière de foutre la trouille aux médecins, alors en disant, vous avez vu, Bonne Maison, c'est pas l'euthanasie qu'il a fait, c'est de l'accompagnement de phase agonique. Pas du tout l'euthanasie. Mais on a voulu en faire un procès de l'euthanasie, ça a arrangé un certain nombre de gens, puis c'était facile pour les médias. En fait, le procès Bonne Maison, c'est quelqu'un qui a fait ce qu'on fait tous, mais voilà, tout le monde, sans discuter, c'est-à-dire les gens qui sont en agonie, on les aide à partir, parce qu'on sait que de toute façon, tous les dossiers de Bonne Maison, c'était des gens qui allaient mourir dans les 12 heures, dans les 3 heures ou dans les 12 heures. Voilà. Juste un mot, ce qu'on a réussi à obtenir là, plusieurs fois, c'est la mise en place de la procédure collégiale, justement. Quand un médecin n'était pas d'accord, en faisant pression sur, en aidant les personnes de confiance ou la personne elle-même, à demander la procédure collégiale, qui est obligatoire. Et je dois dire qu'il y a vraiment 2 cas où on réussit à le faire. C'est d'une part quand quelqu'un est soigné à domicile, avec la mise en place de la CHADé, parce que dans ce cas-là, le médecin de la CHADé plus le médecin traitant, ça suffit pour avoir la procédure collégiale, ou bien quand quelqu'un est dans une maison de retraite, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça peut très bien se mettre en place dans une maison de retraite, puisqu'il y a aussi le médecin coordinateur plus le médecin traitant. Et là, plusieurs fois, on a réussi quand même à faire des choses, à faire évoluer les choses et à faire respecter les directives des gens. Bonsoir.
Je tenais à venir à cette conférence parce que j'ai vu le docteur Senet à la télévision l'autre soir, justement, face à Leonetti, qui était un petit peu gêné par rapport à vous. Et je viens vous dire merci, docteur. Oui, je viens vous dire merci parce que j'ai fréquenté pas mal de blouses blanches dans ma vie, heureusement et malheureusement, parce qu'on en a vraiment besoin. Mais j'ai vu toutes sortes de médecins. Et certains m'ont vraiment désespéré de par leur action qui n'était pas médicale et humaniste. Bon, bref. Mais pour vous, je tiens à vous remercier particulièrement parce que dans cette émission, vous avez eu, je ne veux pas dire un mot vulgaire, mais vous avez eu ce qu'il fallait pour pouvoir dire oui, moi j'ai aidé des patients à mourir. Et c'est la première fois que j'entends un médecin ne pas être hypocrite sur ce sujet. Merci docteur, car vraiment vous êtes un homme formidable. Je vais vous expliquer comment je suis tombé dans la médiatisation. En fait, il y avait une déléguée de l'ADMD il y a très longtemps qui un jour me dit, elle avait perdu sa fille d'un cancer, et elle me dit, je connais très bien Mireille Dumas, et elle fait une émission qui s'appelle Pas les masques, est-ce que tu voudrais pas venir témoigner? J'ai un peu hésité, alors je ne le regrette pas, je pense que j'ai fait tout de même un acte ce jour-là d'inconscience totale, dont j'ai pris conscience après. J'ai toujours une femme et 4 enfants, mais à l'époque je travaillais, il fallait que je continue à travailler. Parce que... et le DMD, d'ailleurs, à l'époque, c'était qu'elle m'a énormément soutenu, elle m'avait garanti si j'avais des soucis juridiques, ce que je risquais, parce que c'était en 95, 94, je sais pas. Et dans cette émission, j'avais témoigné que j'avais aidé des gens, et je suis venu avec un patient qui avait une sclérose en plaques et qui disait le jour... à l'émission de... Alors, je n'ai pas du tout souri, vous avez remarqué cette émission, je ne pouvais plus les supporter, surtout de Valois, vraiment. Mais je ne suis pas très souriant de nature, mais là, tout de même, je ne pouvais pas. Et en regardant l'émission, c'est vraiment ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux. Et des gens qui me sont proches, ils m'ont dit, mais t'as au moins pu sourire un peu, mais bon, j'ai pas pu. Par contre, les gens qui étaient à côté de moi, les 2 femmes qui étaient à côté de moi, étaient vraiment très très bien, parce que ces 2 témoignages étaient des vrais témoignages. Et la dame qui avait la tumeur à la face, là, au sinus, quand ils lui ont dit, mais vous ne resteriez pas, qui a dit, ah non, moi je vais en Suisse, continue, en Belgique. Non, je vais en Belgique parce que je suis sûr que c'était très bien, parce qu'elle a dit avec une spontanéité et une évidence que la France ne lui offrait pas ce qu'elle voulait. Hein, c'est une dame qui donc a une Ah oui, ça j'étais content. Je ne l'ai pas entendu ce moment, je l'ai vu quand je l'ai revu, quand j'ai vu l'émission. Oui, oui, ça j'étais content. Je sais pas boire la bouteille. C'est pas, je te sais pas boire la bouteille. Non, je sais pas boire. Alors c'est compliqué. Quand vous allez en Suisse, vous avez des associations en Suisse qui demandent de l'argent comme Dignitas. Vous avez des associations qui le font pratiquement pour rien, comme Life Circle, mais qui vous demandent d'être adhérent, mais ça coûte 50 €. Mais vous avez, parce qu'ils ont été débordés de demandes, ils ont été obligés de recruter du personnel, donc ça devient cher. Il y a une autre association qui s'appelle Exit, qui ne veut pas qu'il y ait trop de tourisme de la mort. Donc eux, ils demandent aux gens d'être résidents en Suisse pendant 3 mois, enfin louer quelque chose en Suisse pendant 3 mois, ça ne va pas être donné, puis ça dépend de l'état de santé dans lequel on est. Donc si vous voulez, la Suisse, c'est pas si facile que ça. En plus, Dignitas a quelques casseroles maintenant, donc au départ, c'est pas facile. Alors la Belgique, je vous dis 2 mots de la Belgique, parce qu'on est en train de faire un plan, on va voir si ça marche, je ne sais pas du tout si ça va marcher. Les frontaliers français qui sont dans la problématique de fin de vie, ceux qui sont dans notre objectif à nous, commencent à aller en Belgique se faire soigner pour pouvoir bénéficier de la loi belge. Parce que leur médecin est en belge à ce moment-là. Il y a des accords, compte tenu de la désertification médicale, qui est aussi un des problèmes importants actuellement. Compte tenu de la désertification médicale, il y a des accords entre la France et la Belgique sur le plan sécurité sociale. Donc vous pouvez bénéficier de ces accords qui s'appellent ZOAST, je ne sais plus de quoi c'est l'initiale, qui vous permettent, quand vous habitez à Lille, à Roubaix, à Charleville ou à Longwy, d'aller vous faire soigner par un médecin belge. Je crois que c'est tous les départements frontaliers. Et il y a un truc extraordinaire, il y a une enclave belge qui s'appelle, une enclave française en Belgique, dans les Ardennes, qui s'appelle Givet. Je ne sais pas si vous connaissez Givet. À Givet, il y a 20 000 personnes qui n'ont pas de médecin, suite à la désertification.
les 20 000 personnes de Givet, du canton de Givet, vont se faire soigner en Belgique. Ce qui est assez logique, parce que la Belgique est beaucoup plus près d'eux que c'est une enclave comme ça. Et ces gens-là, parmi les 20 000, il y en a déjà 2 qui ont bénéficié de la loi belge. Donc on est dans un pays où vous avez 20 000 Français, probablement plus, puisqu'il y a les autres frontaliers, qui bénéficient de la loi belge, et tout de même au fronton de nos mairies, il y a liberté, égalité. Donc les Bretons ne peuvent pas bénéficier de la loi belge pour des raisons évidentes de frontières. Je ne parle pas des Provençaux, des Corses. Donc, vous voyez, c'est très... Alors on est en train de voir si on peut monter un coup médiatique sur l'inégalité entre Français face à la mort, enfin en tout cas face au droit à l'euthanasie. Bon, voilà, ça c'est en train de couver dans nos dossiers. C'est aussi une manière de bouger notre président parce qu'on trouve qu'il ne bouge pas assez. Mais enfin, ça c'est autre chose. Mais voilà, bon, mais c'est tout de même intéressant de voir que si vous habitez près de la Belgique, vous pouvez bénéficier. Et moi j'ai maintenant pas mal j'ai 2 copains qui sont médecins dans les départements du Nord et qui, quand ils sont confrontés à des fins de vie avec des demandes d'euthanasie, ils appellent leurs copains belges qui évidemment habitent à 20 km, beaucoup plus loin que moi, beaucoup plus près que moi, et ils se débrouillent comme ça. Et j'ai vu arriver 2 Belges. En Provence, on a pas mal de Belges qui ont leur résidence secondaire ou qui viennent carrément s'installer définitivement au soleil. Des 2 Belges arrivés avec les produits dans la poche pour être aidés au cas où, avec un coup de téléphone ou un courriel du médecin belge disant il a des directives, il va faire ci, il va faire ça, et il va t'expliquer comment, etc. Donc en fait, ces 2 patients sont... alors est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas? Ouais, je le fais. Bon, je ne répondrai pas. Je voulais d'abord indiquer que, contrairement à ce que pas mal de personnes pensent apparemment, une personne de confiance dans le principe des directives anticipées n'est pas forcément une personne qui approuve les options de l'ADMD. Je prends l'exemple de ma femme et moi. Nous avons fait tous les 2 nos directives anticipées. Ma femme est personne de confiance, évidemment. Et moi réciproquement, mais nos 2 enfants sont aussi nos personnes de confiance. Et nous ne savons pas du tout s'ils approuvent les options de la DMD. Ils sont personnes de confiance parce que nous avons confiance en eux, c'est tout. Et j'avais une autre remarque à faire. Comment s'adresser auprès des jeunes? Parce que, hélas, les jeunes sont aussi frappés par la maladie ou frappés par les accidents de la route, par exemple. Alors je réponds d'abord pour les jeunes parce que c'est le plus facile. Je crois que c'est très important que nous les vieux, parce qu'il y a tout de même pas mal de cheveux blancs ici, hein, on en parle à nos enfants. Ça, je crois qu'il ne faut pas hésiter à en parler, et je crois que ça peut même mettre à l'aise les enfants quelquefois par rapport à... on parle pas assez de la mort, et c'est vrai quand on parle de la maladie et de la mort, on peut détendre une réunion familiale au lieu de la crisper, et puis on évacue un problème, et après il y a d'autres problèmes, comme dans toutes les familles, mais je crois qu'il ne faut pas hésiter, c'est rarement un problème. En tout cas, tant qu'on est en bonne santé, ou tant qu'on a une maladie qui n'est pas très évoluée, ça devient un problème évidemment à la fin. Alors, à la DMD, on s'est préoccupé des jeunes, parce qu'on a un groupe de jeunes et on essaye alors, eux, ils ont des idées médiatiques qui ne sont pas celles qu'on a nous. Ils vont prendre un autobus, ils vont se balader sur les plages cet été pour faire signer des trucs. Enfin bon, ils ont leur méthode à eux. Ils ont des trucs Facebook, enfin tout ce que... Bon, bah, c'est bien, hein, je veux dire... Donc il y a un groupe de jeunes à la DMD. Et si jamais vous avez un jeune qui veut rejoindre la DMD jeune... je ne sais pas si je pourrais parler. Elles ont des beaux trucs verts. Moi, c'est bleu. J'ai un vert parce que je me sens jeune encore. Je fais le truc des jeunes. C'est ça les jeunes à DMD. Bon, ça existe quoi. Faut essayer. Alors. À propos des jeunes, je voudrais ajouter qu'on sait que dans notre pays, beaucoup de jeunes se sentent concernés, même quand il n'y a pas ou un accident ou autre chose. Par exemple, nous avons tous les ans des demandes de jeunes qui passent le bac et qui ont une épreuve qui s'appelle le TPE, en TPE, c'est ça, hein, et ils font très souvent des dossiers sur l'euthanasie. Et il y a toujours plusieurs groupes de plusieurs lycées différents qui nous demandent de nous rencontrer pour faire des dossiers sur l'euthanasie. Il y a même eu aussi un étudiant en anthropologie, en master d'anthropologie, qui a fait un grand dossier. Je crois qu'il y a des jeunes qui sont concernés. Par contre,
c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de jeunes à nos réunions. C'est un peu différent de Paris pour ça. Je réponds sur les directives anticipées. Non, on parle à l'époque du black. Oui, non, mais je comprends. Comme les médecins ne bougeaient pas, ou si peu, les avortements étaient pris en charge par des gens comme toi et moi. Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire un mouvement pareil pour aussi d'assister? C'est-à-dire que ce soit pris en charge par les non-médecins, finalement, c'est par le cocktail lithique qui peut être fait par des médecins. L'application peut être faite par n'importe qui. Il y a une association, qui est une association dissidente de la DMD, qui fait ça, c'est-à-dire qui aide des gens, et c'est une association dans laquelle il n'y a que des médecins conseils, mais pas des médecins exécutants, pour être clair. Donc c'est effectivement des gens qui s'entraînent entre eux. C'est dans la totale illégalité, évidemment, avec les risques très importants que prennent les gens qui le font. Pourquoi pas, hein. Moi je pense que c'est des actes militants que je désapprouve pas du tout, mais je pense que les risques encourus sont très, très lourds. J'ai même vu 2 enquêtes en tant que médecin. Comme pour l'avortement. Mais je sais que c'est pareil, mais moi je suis de la même époque, hein. C'était pareil pour l'avortement. Oui, c'était pareil. Ça peut être un moyen militant, je ne sais pas si c'est le bon moyen, mais ça peut être un moyen militant. À la DMD, officiellement, on aide pas les gens. En pratique, à la DMD, on a tout de même, on va dire, une bonne fraternité entre nous. Je ne peux pas dire plus, il ne faut pas non plus que les gens de la DMD soient désespérés. On se laisse un peu peur. Pour revenir aux directives anticipées aux personnes de confiance, je crois que c'est très difficile de conseiller les gens pour les personnes de confiance. Alors, c'est un truc comme ça. Pour les directives anticipées, je crois qu'il faut que vous fassiez attention. Je l'ai déjà dit, mais j'insiste, n'écrivez pas de diagnostic. N'écrivez pas le jour où j'ai un cancer du pancréas, je veux qu'on m'aide à mourir. Parce qu'il y a des cancers du pancréas qui s'en sortent, pas beaucoup, mais qui s'en sortent bien. Il faut donc jamais mettre un diagnostic, il faut mettre l'état de santé que vous ne voulez pas vous franchir. Alors c'est l'occasion de parler de l'Alzheimer. Dans l'Alzheimer, la difficulté, c'est que la personne peut être à un moment capable de donner son avis, à un autre moment, dans la même journée ou dans la même semaine, être plus capable de donner son avis de manière cohérente. Donc, les Belges se sont très vite trouvés confrontés à la problématique des Alzheimer pour les demandes, des gens qui avaient fait des directives anticipées, en disant le jour où je serai plus cohérent, le jour où j'aurai plus toutes mes capacités, alors à quel moment c'est? Alors ça, c'est un peu à vous d'avoir une idée de ça. Vous avez forcément eu des Alzheimer dans votre entourage. Vous savez que l'Alzheimer, c'est la maladie qui est actuellement la plus répandue. C'est 1 sur 7 d'entre nous. Ça va faire pas mal, non, ça. 1 sur 7 d'entre nous ont un Alzheimer ou quelque chose d'apparenté à l'Alzheimer. Moi, je pense qu'il faut que vous disiez vraiment, que vous donniez exemple. Alors, je donne mon exemple à moi dans mes directives anticipées. J'ai écrit que le jour où j'étais plus capable de nommer mes 4 enfants et surtout mon épouse, mais pas une seule fois, plusieurs jours de suite. Là, vraiment, même si je suis encore debout, même si je suis encore continent, même si je suis encore capable de me déplacer, de m'alimenter tout seul, je pense que ma vie n'a plus aucun intérêt. D'abord parce que je suis bavard, parce que je suis relationnel, et je crois que si je peux plus avoir de relation, si je ne reconnais plus les gens qui me sont chers, je crois plus qu'à ce moment-là, mais c'est mon idée à moi. Il y a des gens, ils parlent de l'incontinence parce que pour eux, l'idée de l'incontinence, c'est quelque chose d'invivable. Il y a des gens, ils parlent de la paralysie, parce que les Alzheimer finissent malheureusement aussi par devenir paralysés, et ils parlent de la grammatisation. C'est un petit peu chacun qui doit voir en fonction de ce qu'il a, de son vécu, ou de ce qui lui craint le plus, en sachant qu'on peut tout le temps changer, hein, que les directives anticipées peuvent être modifiées, et ça c'est important de le dire. On peut se dire, jamais j'accepterai d'être paraplégique avec une sonde, des escarres, enfin, maintenant ils n'ont plus d'escarres, avec de pouvoir mesurer de mes jambes, et puis le jour où on est en fauteuil roulant, on peut plus serrer les jambes, on a encore envie de vivre, c'est très bien, on change ces directives anticipées. Il ne faut pas avoir peur d'avoir écrit des trucs. Hein. Ça c'est vraiment, il ne faut pas du tout hésiter, on est tout le temps. Alors pour l'Alzheimer, c'est la maladie où c'est plus compliqué. Alors les Belges, ils ont pris la décision, quand c'était un Alzheimer, de demander l'avis d'un 3e médecin, qui est un spécialiste, donc soit un psychiatre, soit un neurologue. Si vous voulez, ils se sont dit, comme c'est compliqué, la capacité décisionnelle d'un Alzheimer, on demande l'avis d'un 3e médecin spécialisé. C'est comme ça qu'ils s'en sortent actuellement.
Ils l'ont pas encore fait passer dans la loi. Ils avaient un truc plus urgent, les Belges, je sais qu'ils avaient des mineurs. Et ils avaient, dans leur loi, ils avaient mis qu'il n'y avait que les majeurs qui avaient accès à l'aide active à mourir. Donc ils ont refait leur loi, il n'y a pas très longtemps, pour donner l'accès aux mineurs, en mettant prudemment pas l'âge de la minorité, comme ça c'est très commode. Parce que c'est vrai qu'un enfant, il peut y avoir des enfants qui ont 10 ou 12 ans, et qui, par la maladie qu'ils ont, acquis une maturité très importante. Et vous pouvez avoir un gamin de 12 ans avec une leucémie qui a une sacrément plus de maturité qu'un grand ado de 17 ans complètement tard. Enfin, c'est évident. Hein. Donc là, j'ai pas. Donc l'idée de la minorité. Alors les Belges maintenant sont en train de s'occuper de l'histoire de l'Alzheimer parce que ça concerne beaucoup de gens. Ils ont aidé un écrivain qui s'appelait Hugo Claus, dont vous avez entendu parler. Ça avait fait un grand scandale à l'époque en France, parce que bien entendu les gens qui sont contre la légalisation ont dit, vous voyez, il flingue n'importe qui, y compris les intellectuels, il suffit qu'il lève le petit doigt. En fait, ça a été très compliqué. Après, vous avez les maladies psychiatriques, vous avez ce gars qui a été condamné plusieurs fois pour des attentats, les viols et les assassinats, et qui a demandé à être euthanasié en Belgique en disant, moi j'ai une maladie incurable, parce que si on me laisse sortir de prison, je recommencerai, donc je veux rester en prison, mais en plus je veux qu'on m'aide à mourir parce que je ne peux pas continuer à vivre avec ça. J'ai eu affaire une fois à un schizophrène qui avait, c'est une maladie très douloureuse, la schizophrénie, qui avait 35 ans, qui n'arrivait pas à être équilibré avec un traitement, et qui est venu me voir. Je vous avoue que je ne l'ai pas aidé, parce que d'abord c'est quelqu'un qui venait, c'était pas un patient que je suivais. Moi je pense que, enfin, je me bats pour l'euthanasie. J'ai aidé des gens que je connaissais peu, mais en pratique, parce que je suis militant de la DMD, mais en pratique, il faut que ce soit le médecin qui soigne le malade. Enfin, c'est un engagement entre un médecin et un patient, c'est une histoire d'accompagnement. Moi je dis l'euthanasie, c'est le dernier soin qu'on donne à quelqu'un, éventuellement on donne à quelqu'un. Hein, c'est du compagnonnage. Et ça, justement, ça concerne une relation entre un médecin et un patient, ou une équipe médicale et un patient. Ce schizophrène, je l'ai envoyé en Suisse. Ils lui ont tout de même demandé 6 mois de réflexion, ils l'ont fait venir, ils l'ont fait revenir, tout ça. Et ils ont fini par l'aider à mourir en considérant, j'avais eu le médecin de Dignitas à l'époque, en considérant que sa pathologie était tellement douloureuse sur le plan psychiatrique que ça justifiait effectivement le suicide assisté. Bon. J'ai reçu une lettre magnifique de ce gars la veille, pour me remercier de l'avoir aidé à faire les démarches, tout ça. La veille de son suicide assisté, j'ai su par sa sœur après que ça s'était bien passé. Ça se passe toujours bien. Mais je crois qu'il ne faut pas en plus vivre ces morts que les gens demandent et auxquelles on participe comme des choses violentes. C'est des choses qui se passent généralement bien et doucement parce que ça se passe. Alors, ça dépend, il y a des gens qui font tout un rituel. Vous savez, vous avez vu les orgies, comment ça s'appelle ce film, excusez-moi, où le gars il convoque toute sa famille, ses copains, ils font une grande bringue, etc. Et puis il avale le produit. Non, c'est pas le choix. Oui, il y a le choix de gens aussi où ça se passe un peu comme ça, mais je ne retrouve plus. Bon, c'est pas grave, c'est un vieux film. Et puis il y a des gens, au contraire, qui veulent être tout seuls avec leur toubib. Il y en a qui veulent être tout seuls avec leur fille, comme le gars dont j'ai parlé là. Ça c'est très variable. Hein. C'est pas, chacun fait comme il veut. Mais chaque fois que ça m'est arrivé, ça n'a jamais été quelque chose de violent. On n'est pas dans cette image du médecin qui plante une aiguille, qui injecte un produit. C'est jamais comme ça. C'est un accompagnement, c'est une décision de la personne. Et même si la personne n'est plus consciente et que c'est fait avec son entourage ou ses personnes de confiance, ces personnes de confiance, ça se passe de manière tranquille. Ça n'est jamais ça ne peut pas être un geste violent. C'est évident. Je crois qu'il faut être clair là-dessus. Hein. L'image de la violence de l'euthanasie n'est pas du tout une réalité. Je pense qu'on peut considérer que c'est la dernière question là parce que... Alors, ma question est la suivante. J'ai été choqué un jour par Bernard Kouchner qui a dit dans un débat public qu'il n'avait pas rédigé sa directive anticipée. Alors moi je demande comment le citoyen moyen qui tout d'un coup décide de rédiger ce document fait-il? Va-t-il sur Internet pour dire comment je le rédige, à qui je l'envoie, pour qu'il soit effectivement archivé comme vous l'avez évoqué? Comment fait le citoyen moyen qui n'est pas à la DMD? Alors, je pense que peut-être que le fait de la nouvelle loi législative va peut-être pouvoir déclencher un petit peu plus de médiatisation de ça. Il y a des types de directives anticipées sur beaucoup de sites internet, et pas seulement sur celui de la DMD.
Il y en a aussi sur les sites belges, parce que vous allez à la DMD belge, là, vous n'avez pas de problème pour en trouver. Mais je crois que il suffit d'avoir une idée de ce qu'on ne veut pas. Et il ne faut pas que ce soit forcément une formalisation très lourde. Vincent Lambert, vous savez, ce gars qui est dans le coma, et dont la famille s'étripe autour du fait qu'on décide ou pas d'arrêter, et qui est toujours pas... bon, alors c'est en cours européenne, bon... Vincent Lambert, il aurait écrit 2 lignes dans un carnet ou dans une lettre qu'il aurait envoyée à sa copine ou à ses enfants, je ne sais pas à qui, ça aurait suffi. C'est-à-dire que là, on peut se contenter de très peu. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'on puisse opposer, en cas de jugement, que nous, les gens qui ont aidé, on puisse opposer quelque chose. Et il n'y a que l'écrit qu'on peut opposer. Ou un truc enregistré, éventuellement. Mais c'est la seule chose que vous pouvez faire. Il n'y a pas d'autre moyen. Alors, je crois qu'il ne faut pas trop se compliquer la vie par rapport à ça. Il y a les personnes de confiance, je voulais juste ajouter ça, puis après je m'arrête. Je vais être obligé de m'arrêter, mais toi. Les personnes de confiance, c'est très bien quand vous êtes sûr que votre famille, les gens que vous choisissez dans votre famille, vont être capables de défendre, puisque en fait c'est vos avocats quand vous ne pouvez plus vous défendre face au corps médical, ou avec le corps, enfin, bon, contre. Le problème, c'est que les personnes de confiance, si elles sont trop proches affectivement, le jour où vous n'allez pas être bien, elles ne vont pas être bien non plus, puisque personne n'a envie de voir mourir son mari, sa femme, ou son parent, ou son père, ou sa mère. Et moi j'ai vu souvent, en service de soins palliatifs, je raconte une histoire courte, on voit arriver une dame avec une hémiplégie, qui était consciente, mais elle avait une hémiplégie droite, elle était aphasique. 85 ans, hypertonique, qui n'arrêtait pas de nous dire des trucs, mais jargonnait, on ne comprenait rien de ce qu'elle racontait. Et elle nous montrait un sac. Et on a compris après qu'elle nous montrait le sac. Il y avait son fils qui était à côté d'elle, qui était un fils unique, qui pleurait toutes les larmes de son corps, qui admirait, on a compris qu'il admirait sa mère, qui avait été résistante, communiste, militante pour l'avortement, enfin... Vous voyez le genre, une solide femme féministe, comme on en faisait encore dans ces années-là. Bon. Et puis, un jour, on a vu arriver sa copine, sa personne de confiance, qui était la même, le même standard, sauf qu'elle était encore en bonne santé. Et le Georges, il s'est fait passer un savon parce qu'il lui dit « Et t'as pas sorti son testament de vie ?» À l'époque, il est dans le sac, là, tu sais bien qu'il est dans le sac. Et pourquoi tu l'as pas sorti? Et pourquoi Georges, il n'a pas sorti le testament de vie? Parce que Georges, il n'avait pas envie que sa mère meure. Il n'avait pas envie qu'on applique ce qui était écrit sur le testament de vie. Et on peut comprendre le gars en question. Et vous voyez, elle n'avait pas calculé... Enfin, bon, heureusement, elle avait nommé comme personne de confiance la fille avec qui elle avait fait certainement beaucoup de choses assez terribles. Et en fait, elle a compris qu'on avait trouvé son document. Ça a beaucoup calmé les choses. Et puis on l'a accompagné jusqu'au bout, avec les deux, et puis on a soutenu le fils, et il a compris qu'il fallait qu'il respecte la volonté de sa mère, etc. On a pris le temps, je ne me souviens plus, quelques jours. Mais c'était important, si vous voulez, c'est bon, c'est un peu une caricature ce que je vous raconte. Prenez plutôt une personne de confiance, qui a les mêmes idées que vous, mais qui n'est peut-être pas trop fusionnelle. Alors je sais que c'est difficile, c'est pas toujours facile de choisir. Prenez-en 3, c'est mieux. Moi j'ai pris 2 médecins plus jeunes que moi, prudent tout de même, personne de confiance, 2 copains médecins. J'ai pris un vieux copain, en qui j'ai très confiance, qui est plus vieux que moi, mais qui est un mec bien engagé, avec qui on a fait beaucoup de choses. Et je sais que lui, les médecins qui m'auront en charge, si je ne peux plus parler, il ne se laissera pas baratiner. Mes copains toubib, eux, ils risquent de se laisser baratiner. Parce que tout de même, entre médecins, il n'a pas l'air si mal que ça. Lui, il ne se laissera pas baratiner. Donc j'ai pris quelqu'un qui n'est pas encore médical, mais qui s'est causé. Et j'ai pris personne de ma famille. Il y a une de mes filles qui est pas très... Enfin, qui m'a fait une réflexion. Donc elle a trouvé que c'était pas sympa parce qu'elle était vraiment capable de... Bon, elle est sage-femme, on est proches, si vous voulez, professionnellement, et elle a trouvé que j'avais... Ça n'avait pas été très sympa de ne pas la prendre comme personne de confiance. Mais je lui ai dit que le jour où moi je ne serais pas bien, elle est encore pas bien aussi. Et évidemment, donc je préférais prendre des gens. Mais chacun voit midi sa porte. Je raconte mon histoire à moi, mais... Je crois qu'on peut le remercier, les auditeurs et...